Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours, donc cours sur l'appareil digestif, cours qui s'inscrit dans le cadre de l'UE 2.2, compétence 4. J'ai effectué du coup ce cours avec l'aide de Madame Garodel qui est référente avec moi sur cette UE. Donc nous allons agrandir cet écran. Donc voici le plan. Dans un premier temps, nous allons voir quelques généralités concernant la localisation des différents éléments de l'appareil digestif ainsi que leur rôle. Nous verrons la vascularisation de l'appareil digestif. Nous expliquerons ce qu'est le système porte avec l'interaction du foie. Le deuxième cerveau de l'organisme, donc pourquoi nous appelons l'appareil digestif le deuxième cerveau. On verra les mécanismes complexes que celui-ci a. Nous verrons l'innervation de l'appareil digestif et ensuite chaque organe sera détaillé. Donc chaque organe de l'appareil digestif sera vu dans le détail. Donc nous verrons la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon, le rectum et l'anus. Et nous finirons par les deux glandes de l'appareil digestif, le pancréas, le foie et la vésicule biliaire. Ensuite, nous ferons donc un focus sur ce qu'est le microbiote, même si ce ne sera pas évalué au partiel, c'est vraiment pour votre culture générale car on en parle de plus en plus. Et ensuite, nous conclurons et je vous ferai part de la bibliographie qui m'a servi pour monter ce cours. Donc, quelques généralités pour localiser les différents éléments de l'appareil digestif. Donc, l'appareil digestif qui commence au niveau de la bouche, qui se poursuit avec l'œsophage qui va être le conduit qui va acheminer les aliments, le bol alimentaire vers les différents organes. Donc, ça se poursuit dans l'ordre par l'intestin grêle, le côlon, le rectum, pour finir dans le canal anal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux glandes dans l'appareil digestif qui sont le foie et le pancréas. Donc, on parle de glandes mixtes, à savoir des glandes qui ont des fonctions endocrines et exocrines, et on appelle cela aussi des glandes amphicrines. Donc, c'est un terme que vous pourrez éventuellement retrouver, donc il faut le connaître. Donc voilà, là il y a un petit schéma avec les différentes parties de l'appareil digestif dans le détail qu'on va reprendre au fur et à mesure. Donc à part l'œsophage supérieur qui lui est situé au niveau du médiastin en position postérieure, donc en arrière, je vous renvoie au PowerPoint de l'appareil circulatoire. Le tube digestif est entièrement localisé dans l'abdomen. Donc, on parle du péritoine. Donc, il y a 9 régions dans l'abdomen qui sont schématisées ici, avec l'hypocondre droit, la région lombaire, région inguinale, l'hypogastre, région ombilicale, épigastre, hypocondre gauche, région lombaire gauche et région inguinale gauche. Donc, on parle du péritoine, qui est aussi appelé le péritoine abdominal, qui lui est situé dans toute la cavité abdominale pelvienne. Et en fait, c'est une membrane qui va tapisser l'abdomen. On parle de péritoine viscéral parce qu'il recouvre la face externe de tous les organes qui vont être contenus, donc le foie, le pancréas, la rate, l'estomac, l'intestin et le côlon. Et là, vous voyez bien typiquement que l'œsophage n'y est pas. Donc l'œsophage, lui, est situé, je vous le rappelle, dans le médiastin. S'il y a une infection de l'œsophage, on pourra parler de médiastinite. C'est un terme que vous retrouverez fréquemment. Et on parlera de péritonite s'il y a une infection généralisée d'un organe qui est infecté, qui va potentiellement, dans le cadre d'une pathologie, infecter d'autres organes. Donc, on parlera là de péritonite. Des termes que vous pourrez retrouver, que vous ayez quand même une notion de où se situent tous ces organes. Donc, chacun des organes du tube, on va le voir, a une fonction particulière. Donc, brièvement, ce qui va se passer, c'est que la bouche, elle va avoir un rôle où elle va broyer les aliments et elle va déjà commencer à les mélanger avec l'amylase salivaire. Donc, l'amylase qui est une enzyme qui va permettre de dégrader les sucres. Ensuite, ils vont être transportés par l'œsophage. L'œsophage, ça a vraiment une fonction de transport avec un péristaltisme qui va faire progresser le bol alimentaire progressivement vers l'estomac. Donc, il n'y a pas de fonction sécrétoire ni de digestion à ce niveau. C'est vraiment un conduit. Ensuite, au niveau de l'estomac, les aliments, ils vont être malaxés et liquéfiés. Par la suite, donc, ils vont aller au niveau de l'intestin grêle
où là, c'est vraiment le site de l'absorption des aliments. Donc les sucres, les acides gras et acides aminés qui sont contenus dans les aliments vont passer dans les vaisseaux sanguins et ils vont être transformés en produits solubles qui vont nourrir l'organisme. Donc dans l'intestin grêle, les aliments, le bol alimentaire vont rejoindre le côlon. Et dans le côlon, il va y avoir une réabsorption d'eau pour que les matières non digestibles puissent être évacuées. Donc là, on voit l'ensemble de l'appareil digestif. Hein. Donc petit rappel pour ce qui va suivre en fait, pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'est le système porte. Donc je vous le rappelle, le sang qui est chargé d'oxygène va être propulsé par l'artère aorte. Ensuite, il va emprunter différents chemins où, en fait, pour ramifier l'ensemble des organes, il va y avoir des artères secondaires qui vont se trouver aux différentes parties du corps. Et de plus en plus étroites, les artères, en fait, forment des artérioles et c'est comme cela que le sang est conduit jusqu'aux différents organes. Dans chaque organe, le sang va circuler au niveau des capillaires qui vont distribuer la ration d'oxygène et de nutriments et en échange vont se charger de déchets, de gaz carbonique. Ce sang qui est non oxygéné va repartir dans la veine cave pour être par la suite régénéré en oxygène. Donc la circulation pulmonaire, autrement dit la petite circulation, et la circulation générale, dite la grande circulation. Donc on voit bien ces échanges au niveau des capillaires entre le sang oxygéné et le sang non oxygéné, avec cette distribution via l'artère aorte de sang oxygéné aux différents organes. Donc, pour ce qu'il en est pour la vascularisation de l'appareil digestif, donc là vous voyez bien, il y a cette artère aorte qui va se ramifier. Donc là, il y a l'artère mésentère qui présente de nombreux capillaires qui vont former un véritable réseau au niveau de l'intestin grêle, et c'est cette artère qui va permettre de nourrir d'une part l'appareil digestif et l'intestin grêle. Donc les capillaires sanguins et les vaisseaux lymphatiques vont apporter l'oxygène nécessaire à ces cellules et par la suite récupérer les déchets métaboliques et les nutriments absorbés. Donc là on voit avec ce système porte, c'est quelque chose qui est très important. Donc en fait c'est la quasi-totalité du sang veineux qui vient de l'appareil digestif et de la rate va arriver en fait par une veine qu'on appelle la veine porte. Donc elle va arriver par là et ensuite cette veine porte se ramifie en une multitude de branches qui aboutissent à des petits vaisseaux donc intrahépatiques à l'intérieur du foie, et c'est cette veine porte, autrement appelée le tronc porte, qui va conduire le sang veineux au niveau du foie. Donc ce sang veineux au niveau du foie qui provient, je vous le rappelle, de la partie du tube digestif qui est situé sous le diaphragme, du pancréas, de la rate vers le foie, et il va perfuser ce foie. Donc on voit bien à travers ces schémas que le foie, c'est véritablement l'organe qui va recevoir l'ensemble des molécules absorbées dans l'intestin grêle, l'ensemble des nutriments dès le premier passage. Donc il va être le premier à se servir, à être informé de la situation nutritionnelle et parfois à être touché par les substances toxiques. Donc le foie, on le verra plus tard dans le détail, il a un rôle de stockage, de régulation et de détoxification. Et ce sang, par la suite, va se retrouver dans les veines hépatiques, la veine cave inférieure, où là, il va être propulsé jusqu'au cœur, ou avec la petite circulation, il va être réoxygéné, etc. Donc voilà, le foie, ça va vraiment être le premier organe qui va être touché, qui va être informé de la situation nutritionnelle de l'individu. Donc là maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on parle de deuxième cerveau quand on parle de l'appareil digestif. C'est un petit peu complexe, je vais essayer d'être claire. Alors, sachant que le système nerveux se décompose lui-même en deux systèmes. On a le système nerveux central, donc qui comprend l'encéphale, à savoir le cerveau, le cervelet et le tronc, et la moelle épinière. Parallèlement, il y a le système nerveux périphérique, constitué de nerfs crâniens et de nerfs rachidiens, donc qui sont reliés au système nerveux central. Et donc ces nerfs, on va dire qu'ils constituent les voies afférentes et efférentes.
Les voies afférentes, on les appelle aussi les voies de la sensibilité. Et les voies efférentes, ce sont les voies de la motricité, qui vont amener les informations jusqu'aux organes qu'on appelle des organes effecteurs, qui, eux, vont avoir une réponse motrice. Donc, c'est ces voies efférentes qui vont être responsables de la motricité. Donc, de ces voies efférentes, nous distinguons l'intervention du système nerveux somatique, c'est-à-dire, c'est la commande volontaire en ce qui concerne la motricité des muscles striés, on parle de sensibilité consciente, et l'intervention du système nerveux autonome et végétatif, c'est-à-dire une commande involontaire qui commande les muscles lisses. On parle de sensibilité viscérale inconsciente. Donc là, un petit schéma où on voit bien le système nerveux central constitué de l'encéphale et de la moelle épinière. Et là, ces nerfs crâniens et rachidiens qui vont être reliés au système nerveux central qui correspondent au système nerveux périphérique. Donc nous, on va s'intéresser au système nerveux autonome et végétatif. On va le voir. Donc, le système nerveux autonome et végétatif correspond à la commande involontaire pour la motricité des muscles lisses, donc la sensibilité viscérale inconsciente, qui est lui-même divisé en deux systèmes. Donc le système parasympathique qui va avoir un effet plus activateur, donc il correspond à la partie haute de la moelle, comme vous le voyez sur ce schéma. Donc on l'appelle aussi le système vagal, parce qu'il est relié au nerf vague. Et le système sympathique qui va plus avoir un effet inhibiteur qui correspond à la moelle dorso-lombaire. Donc là, vous voyez le système sympathique qui va dilater la pupille, bloquer la salivation, bloquer la digestion, etc. Donc là, c'est bien schématisé. Et donc, ce sont ces deux systèmes qui vont nous intéresser particulièrement. Donc, on dit que le système nerveux végétatif, c'est vraiment le système nerveux du tube digestif. On l'appelle aussi le système entérique. Il est responsable de l'activité et des réponses motrices et sensitives. Et cette motricité, important de le savoir, qui se divise elle-même en deux systèmes, le sympathique et le parasympathique. Donc, en ce qui concerne le système nerveux entérique, il est parfois qualifié de deuxième cerveau. Tant l'ensemble des organes du tube digestif comporte des neurones, on estime à 200 millions. Donc, ce système est la partie du système nerveux autonome végétatif qui contrôle les activités motrices. Donc, on parle de péristaltisme, sécrétoire et vasculaire. Donc, il est composé de cellules nerveuses qui vont être véritablement entremêlées tout le long du tube digestif et qui vont permettre de transmettre les influx nerveux. Donc, ce système nerveux entérique est relié au système nerveux central, comme on l'a vu dans le schéma précédent, par l'intermédiaire du nerf vague, qui est l'intermédiaire entre le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Pour qu'il en est de l'innervation, donc là on va voir un petit peu la composition du système nerveux entérique, c'est-à-dire qu'il y a donc plusieurs couches, comme vous le voyez sur ce schéma. Donc de l'intérieur vers l'extérieur, il y a une muqueuse, qui est à ce niveau-là, une sous-muqueuse, une musculeuse, et au niveau du plexus mi-entérique, il y a c'est-à-dire on parle de plexus nerveux, il y a de nombreuses fibres nerveuses qui sont entremêlées entre les muscles longitudinaux et les muscles circulaires. Et enfin, il y a un plexus sous-muqueux. Donc, pour l'innervation du tube digestif, donc comme nous l'avons vu, régi par le système nerveux entérique, constitué de deux plexus, donc je reviens sur la diapo précédente, le plexus mi-entérique et le plexus sous-muqueux. Cela va s'étendre sur toute la longueur du tube digestif et les nerfs du système nerveux sont reliés soit au système sympathique, soit au système parasympathique. On va passer à l'anatomie et à la physiologie des différents organes. Donc, on va commencer par la bouche. Donc qui s'ouvre par l'orifice buccal qui est délimité par en avant deux lèvres, en haut la voûte du palais et le voile qui va la séparer des fosses nasales, en bas le plancher de la bouche qui est formé par une sangle musculaire tendue par les deux branches horizontales du maxillaire inférieur et l'os hyoïde, et latéralement il y a les deux joues. Donc ça va communiquer en arrière par le pharynx qui est vraiment l'orifice de communication. Donc, il porte aussi le nom d'isthme du gosier. Le pharynx c'est vraiment cette partie où on parle aussi de carrefour,
où tantôt les aliments vont se retrouver dans l'œsophage ou s'il s'agit de respiration dans la trachée. Donc quand on fera une fausse route, les aliments n'iront non pas donc dans ce carrefour qui est le carrefour du pharynx, les aliments n'iront non pas dans l'œsophage mais au niveau de la trachée. Donc c'est ce qu'on appelle une fausse route. Retenez vraiment que le pharynx c'est cette partie, c'est ce carrefour en fait quand on va ingérer quelque chose pour que ça passe bien dans les voies digestives, il faudra que ça passe par l'œsophage. Donc, elle est entièrement tapissée par une muqueuse qui contient les dents et la langue. Donc, brièvement, voilà, c'était un petit topo sur les dents. Donc, chaque dent qui comporte 3 parties. La racine, la couronne et le collet. Avec une structure qui est la suivante, la pulpe, donc qui est la partie centrale qui contient les vaisseaux et les nerfs de la dent. La périphérie, formée d'une structure extrêmement dure qu'on appelle l'ivoire. Donc, au niveau de la couronne, l'ivoire est recouvert d'une structure encore plus dure qui s'appelle l'émail. C'est la substance la plus dure du corps humain. Et au niveau de la racine, l'ivoire est recouvert par le sément. 4 types de dents, les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires, comme nous le voyons ici, qui ont chacune une fonction particulière en ce qui concerne la mastication. L'être humain donc est fait de 2 dentitions successives. Il y a la dentition de lait qui est temporaire et incomplète pour ensuite passer à une dentition définitive et complète. La langue qui est un organe charnu qui comporte un squelette et des muscles qui vont lui conférer sa mobilité. Une muqueuse qui contient des récepteurs sensoriels qui sont pour avoir cette sensation de goût. Il y a le squelette lingual, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est formé par l'os hyoïde et par une membrane fibreuse, elle-même fixée à l'os hyoïde. Il y a 17 muscles au niveau de la langue, donc ils sont très nombreux. Ils viennent de l'os hyoïde et des os voisins, du voile du palais et de la paroi pharyngée. Ils confèrent à la langue la mobilité nécessaire à la mastication, déglutition, phonation. Enfin, il y a la muqueuse linguale qui est caractérisée par la présence de papilles gustatives, qui est l'organe du goût, donc qui sont disséminées sur toute la surface de la muqueuse. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a les glandes salivaires, avec 3 paires, les parotides, sous-maxillaires et les sublinguales. La parodite qui est la plus volumineuse, la sous-maxillaire, comprise entre le maxillaire inférieur et les muscles de la langue, et la sublinguale, qui est située au niveau du plancher de la bouche, sous la muqueuse du sillon gingivo-lingual, de part et d'autre du frein de la langue. Donc, ce rôle de la salive qui est très important, c'est vraiment là où va débuter tout ce qui est les phénomènes de digestion. Donc, ça va humidifier et protéger les muqueuses buccales et les dents, préparer les aliments à leur passage en les humectant et commencer la digestion. Le pharynx, donc conformation avec les voies aériennes supérieures, on parle de carrefour. La cavité buccale qui s'ouvre dans son étage moyen. Sur les parois latérales de cet étage, il y a 2 saillies soulevées par des muscles de voile du palais et qui limitent l'isthme du gosier par lequel le pharynx communique avec la bouche. Le pharynx qui est constitué de muscles élévateurs et constricteurs qui assurent les mouvements du pharynx au moment de la déglutition et une muqueuse qui tapisse la paroi interne du pharynx. Donc le pharynx communique avec l'œsophage par un orifice pharyngo-œsophagien, donc au niveau de la 6e vertèbre cervicale. Donc on va commencer par parler ensuite on va poursuivre avec l'œsophage. Donc qui est un conduit musculo-membraneux qui s'étend. Donc là vous voyez bien ce carrefour dont on parlait tout à l'heure. Donc ce pharynx qui s'étend du pharynx jusqu'à l'estomac, donc étendu du pharynx jusqu'à l'estomac, par lequel il communique par une zone que l'on appelle le cardia. Donc il y a 3 portions anatomiques, une portion cervicale, thoracique et abdominale. Donc abdominale c'est vraiment la plus courte, et thoracique, donc à ce niveau-là, c'est la partie la plus longue. On parle de 2 zones de haute pression qui vont être importantes sur le plan fonctionnel. Donc elles ont un rôle de barrière, c'est-à-dire qu'elles vont s'ouvrir à la demande, ces zones de haute pression, sans se refermer pour éviter une activité antipéristaltique, c'est-à-dire pour éviter que les aliments, le bol alimentaire, ne remonte. Donc ça va s'ouvrir à des moments précis.
Il y a le sphincter supérieur qui va protéger les voies aériennes du reflux gastro-œsophagien. C'est pour ça qu'il y a un dysfonctionnement de ces sphincters. On pourra parfois avoir des reflux de ce type. Et il y a le sphincter inférieur qui va protéger l'œsophage du reflux acide de l'estomac. Car on va le voir, l'estomac, il a un pH très acide. Et si ces sphincters, donc le sphincter du cardia par exemple, dysfonctionne, il va y avoir des reflux acides très importants. Donc ce conduit est de 25 cm de long en moyenne et de 2-3 cm de diamètre environ. Donc on parle de lumière. Donc la lumière, c'est la partie vide où vont passer ces aliments. Donc 4 tuniques, une muqueuse, une sous-muqueuse, une musculeuse, donc qui est très importante car en fait elle va se contracter sous l'influence des fibres pour faire passer les aliments. Donc on le verra tout à l'heure, c'est constitué de muscles lisses et de muscles volontaires car la déglutition c'est quelque chose de volontaire. Et il y a une autre couche de muscles lisses avec 2 couches. Il y a l'adventice. La couche musculaire est composée de 2 sortes de couches, une couche circulaire profonde et une couche superficielle longitudinale. Ces 2 couches vont fonctionner de manière différente et coordonnée, c'est-à-dire qu'elles vont permettre la progression et la propulsion des aliments. Ces 2 couches de muscles en fait vont permettre de faire progresser le bol alimentaire de façon progressive jusqu'à l'estomac. Donc on parle d'onde qui va parcourir progressivement l'œsophage avec une activité péristaltique importante où le bol alimentaire va progresser grâce à ces contractions séquentielles de couches musculaires qui vont le faire descendre tout le long de l'œsophage jusqu'au niveau de l'estomac. Avant ça, il va y avoir le passage au niveau du cardia, comme on l'a vu tout à l'heure, qui va être le sphincter. Donc là, c'était pour vous montrer une image d'une fibroscopie avec ce conduit, donc l'œsophage. Donc il y a un endoscope qui peut être introduit par la bouche, donc c'est la fibro-œsogastro-duodénale. L'endoscope qui va montrer, donc qui peut descendre un petit peu plus bas, mais là on va visualiser en fait la totalité du conduit. Donc il y a un moniteur. Donc on va visualiser via cet écran ce que l'endoscope va parcourir. Et on peut faire aussi une activité, on peut faire des prélèvements avec des instruments spécifiques. Donc quelques images de fibro, là c'est juste pour vous montrer donc ça c'est au niveau de l'œsophage, la muqueuse là ici qui est normale. Et là, on voit à ce niveau, il y a un cancer qui est développé au niveau d'une muqueuse. Là, ce sont des polypes. Donc, c'est typiquement ce qu'on peut voir lors d'une fibroscopie. Pour résumer, donc l'œsophage, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un conduit musculo-membraneux qui s'étend du pharynx à l'estomac, par lequel il communique au niveau du cardia, donc qui est le sphincter. Sphincter qui va s'ouvrir ou se refermer pour éviter justement les reflux, donc des reflux qui peuvent être gastriques parce que l'estomac, il y a une acidité qui est très importante. Il y a 3 portions. Son rôle, c'est d'acheminer les aliments par des contractions séquentielles péristaltiques, c'est un terme qui est important, le péristaltisme, et le relâchement coordonné des sphincters va permettre de faire progresser ce bol alimentaire sans qu'il ne remonte. Et avec cette couche musculaire, ces différentes couches de muscles qui vont vraiment faire progresser les aliments. Avec ce réflexe de déglutition qui est lié à une contraction volontaire, donc lié aux muscles lisses, qui va permettre progressivement de faire progresser tout ça. Donc ensuite, une fois que ça a passé le cardia, les aliments vont se retrouver au niveau de l'estomac. Donc l'estomac, on parle d'un réservoir musculeux, c'est la partie la plus musclée, on va le voir. C'est interposé donc entre l'œsophage et l'intestin grêle, il est très musclé car il va broyer les aliments. Donc il est de 20 à 25 cm de long, de 10 à 12 cm de 10 à 12 cm de large, il y a une petite faute, et 8 à 9 cm d'épaisseur. Principale région, donc il y a le cardia, donc qui est le sphincter,
le fundus et le corps, donc ils sont en quelque sorte le réservoir de l'estomac, l'antre qui va permettre à ce niveau-là, qui va permettre de broyer et de mélanger les aliments. Donc le fundus et le corps, c'est le réservoir. Le cardia, c'est cette zone de haute pression qui communique avec l'œsophage, qui se relâche, qui se distend selon, enfin qui se relâche et qui se recontracte. Le réservoir et l'antre, qui est la partie où les aliments vont être broyés et mélangés. Donc là, il y a le pylore, c'est la partie où l'estomac se rétrécit pour aller jusqu'au duodénum, qui sera le début de l'intestin grêle. Donc on parle aussi de sphincter pylorique quand on parle du pylore, où la zone, donc, vous le voyez sur ce schéma, se rétrécit. Il joue un rôle d'anti-reflux et de vidange gastrique. Petit schéma en ce qui concerne les différentes couches musculaires notamment. Donc de l'intérieur vers l'extérieur en ce qui concerne l'estomac, il y a 4 tuniques, donc comme les autres. Hein, donc de l'intérieur vers l'extérieur, muqueuse, sous-muqueuse et musculeuse. Et là, la particularité, c'est qu'il y a 3 couches de muscles, comme vous le voyez ici. Là, vous voyez cette partie musculaire. Donc c'est la couche profonde oblique. Donc il y a la couche profonde oblique qui est celle-ci, la couche moyenne circulaire et la couche superficielle longitudinale. Donc pourquoi il y a 3 couches de muscles? Eh bien tout simplement parce que l'estomac, c'est l'organe qui va fournir le plus d'efforts en termes de musculature, c'est-à-dire qu'il va broyer les aliments, les mélanger, les broyer. Donc c'est pour ça qu'il a besoin d'avoir un tonus musculaire très important. Donc là, ça schématise un peu donc les différents organes. Donc là, vous voyez l'œsophage avec cette partie de muscle strié qui correspond à la déglutition, donc c'est une action volontaire. Donc il y a du muscle strié au niveau de l'œsophage et le canal anal aussi. Donc là, vous voyez un muscle strié au niveau des sphincters. Parce que le fait d'aller à la selle, c'est quelque chose qui va demander de fournir un effort volontaire. Donc c'est pour ça que ce sont deux parties de l'appareil digestif qui contiennent du muscle strié. Et l'estomac, c'est le seul organe du tube digestif avec 3 couches différentes de muscles. Donc il y a une couche superficielle longitudinale et une couche moyenne circulaire. Donc 2 couches musculaires différentes pour chacun. Et l'estomac qui va avoir en plus de ça une couche profonde oblique. La vascularisation de l'estomac se fait par les artères, les veines et le système lymphatique. L'innervation, elle, qui est reliée au système sympathique et parasympathique, va permettre le relâchement du pylore et la stimulation de la sécrétion gastrique, ainsi que la contraction du pylore afin de diminuer la sécrétion gastrique. Important de dire, donc l'estomac, il a 3 rôles principaux. Il y a une fonction motrice, une fonction sécrétoire et une fonction endocrinienne. On va surtout détailler les 2 premières. Donc la fonction motrice, c'est-à-dire qu'il va mettre en réserve temporairement les aliments, comme on l'a vu avec ces 3 parties, donc la partie de réservoir. Ensuite, il va mélanger les substances ingérées avec le suc gastrique, le suc de l'estomac. La régulation de la vidange doit se faire progressivement, rapidement, mais pas trop, pour que la digestion se déroule correctement. Donc les unités motrices, comme on l'a vu tout à l'heure, sont le fundus et le corps qui sont le réservoir. La partie de l'antre, ça va être la zone de broyage et de mélange des aliments. Le pylore, donc, ou aussi appelé le sphincter pylorique, c'est le dispositif anti-reflux qui va protéger des effets détergents des selles biliaires et des enzymes pancréatiques, car on le verra en fait, ces enzymes et ces selles biliaires vont notamment être versées au niveau du duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle. Donc ce dispositif anti-reflux, ça va permettre de protéger l'estomac des reflux au niveau de l'intestin grêle. Donc une zone de haute pression qui va protéger l'estomac. Les aliments vont descendre progressivement de l'estomac vers l'intestin par le pylore. Je répète au fur et à mesure, mais c'est pour que vous compreniez bien le cheminement. Donc, quand on parle de motricité, on parle toujours à la fois d'activité interdigestive et digestive. C'est-à-dire qu'il y a 2 activités qui sont distinctes pendant qu'on mange et en postprandial. Donc, pendant la phase interdigestive, c'est-à-dire en dehors des prises alimentaires, il y a ce qu'on appelle un rythme électrique de base.
Donc, ce rythme électrique de base va naître au niveau du pacemaker gastrique. Il y aura une petite photo tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc, il se trouve au niveau de la courbure de l'estomac et qui est constitué de cellules interstitielles de Caral, qui sont des cellules automatiques, donc ce ne sont pas des cellules nerveuses. On parle de pacemaker gastrique qui va diffuser des ondes, qui va permettre la motricité de l'estomac. On parle d'une propagation circonférentielle du fundus vers l'antre, avec une amplitude et une vitesse croissante de 3 cycles par minute. Donc ce pacemaker explique le mouvement et le péristaltisme gastrique, c'est-à-dire que s'il y a un problème au niveau de la motricité, ça va poser des problèmes secondaires au niveau de la digestion et de l'absorption. Donc ce sont ces cellules interstitielles de Caral qui vont déclencher ce rythme électrique de base et qui sont à l'origine d'une organisation cyclique que l'on appelle le complexe moteur migrant. C'est très important car s'il n'y a pas ce complexe moteur migrant qui fonctionne correctement, cela peut donner des pathologies motrices. Il y a 4 phases dans ce complexe moteur migrant, une phase de repos, d'activité régulièrement propagée, une phase 3 qui correspond aux contractions régulières de l'estomac jusqu'à l'intestin grêle et une phase courte d'activité irrégulière. Donc ce complexe moteur va débuter dans l'estomac et va se propager jusqu'à l'intestin grêle, mais il n'ira pas jusqu'au côlon. Ça, c'est important de le savoir. Donc voilà, ces cellules de Caral qui sont donc ce pacemaker gastrique qui est à ce niveau, donc constitué de cellules de Caral. Donc là, on l'a vu, c'est la partie du réservoir. Ce complexe moteur migrant va créer du coup cette motricité, donc avec la progression progressive des aliments jusqu'à la zone du pylore. Bon, après, il va être déversé au niveau du duodénum, qui est le début de l'intestin grêle. Donc là, une autre photo où on voit l'anatomie de l'estomac avec ses 3 couches, longitudinale, circulaire et la couche oblique. Donc, on estime que l'estomac peut contenir jusqu'à 4 litres de nourriture et comme je vous disais tout à l'heure, le pH dans l'estomac est très acide. On parle d'un pH entre 1,5 et 3,5. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que les sphincters vont avoir un rôle très important pour protéger d'une part l'œsophage avec cette zone de haute pression et une zone de haute pression aussi à ce niveau-là pour protéger l'estomac des acidités au niveau de l'intestin grêle. Donc la vidange gastrique se fait de manière variable en fonction de ce qui est ingéré. On parle d'environ 1 heure pour ce qui est de la vidange des liquides, 2 heures pour les solides digestibles, 2 heures pour les solides non digestibles et les lipides et 3 heures pour les grosses particules non digestibles. Il y a plusieurs facteurs qui vont affecter cette vidange gastrique, notamment la vitesse des repas. Si l'alimentation est riche en lipides, il va aussi y avoir une incidence si on est stressé. Il y a un facteur hormonal aussi qui est important. Donc ensuite, on va parler de la fonction sécrétoire. Donc la fonction sécrétoire se fait à partir des glandes gastriques, c'est-à-dire le mucus, le pepsinogène, l'acide chlorhydrique et le facteur intrinsèque, et des glandes pyloriques qui sont constituées du mucus et de gastrine. Donc, il y a 4 types de cellules au niveau des glandes gastriques. Il y a les cellules à mucus, on va le voir après sur le schéma, pariétales, principales et endocrines. C'est-à-dire qu'au niveau de la paroi, il y a différentes glandes qui vont être constituées de différentes sortes de cellules et chacune de ces cellules vont avoir une fonction particulière en exerçant une action de sécrétion. Donc ces sécrétions se font à l'intérieur des glandes et vont ressortir à la surface de l'estomac. Donc là, c'était pour vous schématiser ce que je viens de dire. Donc là, vous voyez au niveau de la paroi de l'estomac, différents types de cellules. Donc les premières, on les appelle les cellules à mucus, donc qui vont sécréter du mucus et du bicarbonate. Donc ça va en fait protéger l'estomac et le lubrifier. Ensuite, on a les cellules pariétales qui vont sécréter de l'acide chlorhydrique et du facteur intrinsèque. En fait, cet acide va permettre de digérer les protéines et le facteur intrinsèque va se lier à la vitamine B12 pour permettre l'absorption. Les cellules principales, celles-ci, vont sécréter du pepsinogène qui vont digérer les protéines et de la lipase gastrique qui vont digérer les lipides. Et les cellules endocrines qui vont sécréter différentes hormones, en particulier la gastrine, donc c'est l'hormone qui régule la sécrétion acide de l'estomac.
Donc, comme nous l'avons vu, l'estomac sécrète de l'acide chlorhydrique, qui est très difficile à supporter. Et il arrive à se protéger de cette acidité grâce à différents mécanismes. Il y a une couche épaisse de mucus. Comme on l'a vu, il y a des cellules à mucus au niveau de la paroi. Les jonctions qui sont serrées, en fait, là, vous le voyez, les jonctions, en fait, sont très serrées. Ça va permettre d'empêcher le suc gastrique de se répandre dans les couches tissulaires sous-jacentes. Il y a les cellules glandulaires qui sont imperméables à l'acide chlorhydrique. Il y a un renouvellement cellulaire qui est rapide. On parle de 3 à 6 jours où les cellules vont se renouveler et seront intactes et étanches à l'acidité. La sécrétion gastrique qui est régulée de diverses manières, donc de manière hormonale avec la gastrine qui va permettre de régulariser cette vidange qui doit se faire rapidement de façon rapidement mais pas trop. La régulation nerveuse, toujours ce nerf vague qui va stimuler la sécrétion d'acide. On parle d'une sécrétion gastrique d'environ 3 litres par jour et de 3 phases lors de la sécrétion gastrique que nous allons voir. Il y a la phase céphalique, donc en fait c'est la phase préparatoire à la digestion. L'estomac se prépare à la digestion avant l'arrivée des aliments, donc ça se fait via les centres nerveux, où il va y avoir un excès de salivation et un excès de sécrétion du suc gastrique. Ça, c'est vraiment des stimuli psychiques et sensoriels. Vous n'êtes pas encore en train de manger, mais vous voyez un aliment et vous avez déjà quelque chose qui se met en place. Ensuite, donc c'est la phase gastrique. Là, c'est quand les aliments sont dans l'estomac, donc il y a une régulation nerveuse et hormonale. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une hausse de la sécrétion du suc gastrique. L'estomac va être dans une phase de motricité et il y a un relâchement du sphincter pylorique. Troisième et dernière phase, c'est la phase intestinale. Donc là, c'est le passage des aliments au niveau de l'intestin. Donc, il y a une évacuation gastrique et il y a une baisse de sécrétion du suc gastrique. Donc là aussi, c'est une régulation nerveuse et réflexe entérogastrique et une régulation hormonale. Là, c'était une photo pour vous montrer, encore une fois, une fibrose, ce qui était un ulcère. Souvent, on parle d'ulcère gastrique. Donc là, c'est toujours cet endoscope qu'on introduit et donc au niveau de l'estomac. Donc là, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on peut faire des prélèvements via un endoscope aussi, en acheminant du matériel spécifique. Là, donc non seulement sur le moniteur, on voit une photo, mais selon ce qu'on visualise, on peut aussi faire des prélèvements. Donc pour résumer, l'estomac, c'est un réservoir musculeux. Donc c'est l'organe le plus musclé de l'appareil digestif, qui est interposé entre l'œsophage et l'intestin grêle, avec 3 fonctions principales: motrice, sécrétoire et endocrinienne. On n'est pas rentré vraiment dans la fonction endocrinienne car ça fait vraiment l'objet d'un autre cours spécifique. Il y a plusieurs unités fonctionnelles. Le fondus, c'est le corps, donc autrement dit le réservoir. L'antre qui va broyer et les mélanger. Le pylore, où on parle aussi de sphincter pylorique, qui est le dispositif anti-reflux et qui va réguler la vidange gastrique. 4 types de cellules au niveau des glandes gastriques, à mucus, donc qui vont sécréter du mucus, notamment les cellules pariétales, principales et endocrines. Ce pacemaker gastrique, important dans le rôle de la motricité interdigestive, donc entre les repas. Donc ce pacemaker qui est à l'origine du complexe moteur migrant. Donc, c'est ce complexe moteur migrant qui va être responsable de cette motricité qui parle des cellules de Caral, et une régulation nerveuse en ce qui concerne l'estomac via le nerf vague, et aussi une régulation hormonale avec la sécrétion de gastrine. Les aliments ensuite arrivent au niveau de l'intestin grêle. Donc là, c'est les différentes parties de l'intestin grêle, qui est composé du duodénum, du jéjunum et de l'iléon. Donc il fait suite à l'estomac au niveau du pylore et va jusqu'à la valvule iléocécale, donc à ce niveau-là où il va rejoindre le côlon. C'est la partie la plus longue du tube digestif. On parle de 6 à 7 mètres de long sur un cadavre.
et de mettre sur un sujet vivant en raison du tonus musculaire. Et il y a environ 2,5 cm de diamètre. Il y a un rôle fondamental, c'est-à-dire que c'est le siège principal de la digestion et de l'absorption des nutriments. Digestion, c'est-à-dire qu'il va transformer les aliments en composés propres à être absorbés par les cellules de l'intestin grêle, c'est-à-dire qu'ils vont être, entre guillemets, découpés via les enzymes avant d'être absorbés. Et l'absorption, c'est le transfert des produits de la digestion de la lumière intestinale vers le milieu intérieur. Donc, on absorbe cette fois-ci des nutriments indispensables à l'organisme. Comme je vous l'avais dit, là, ce sont ces trois segments. Et duodénum, jéjunum et l'iléon. Donc, important, ce rôle de digestion et d'absorption, et c'est vraiment le siège principal de ces deux mécanismes. Le duodénum qui fait 30 cm de long, qui va recevoir la bile en provenance du foie. On verra tout à l'heure vraiment le rôle des glandes, c'est vraiment très particulier. C'est pour ça que je vous l'ai mis à la fin, car je voulais vraiment que vous compreniez le cheminement des aliments. On verra que ces deux glandes, on verra le rôle de ces deux glandes à la fin, de tous les organes. Donc ce duodénum qui fait 30 cm de long, qui reçoit la bile en provenance du foie, et le suc pancréatique en provenance du pancréas, c'est l'endroit phare de la digestion. Le jéjunum qui fait 3 à 4 mètres de long, et l'iléon qui fait 1 mètre de long. C'est dans cette petite partie en fait qui est la plus intéressante, car c'est l'endroit primordial pour la digestion. Là aussi, donc 4 tuniques. Si on reprend le schéma tout à l'heure, avec de l'intérieur vers l'extérieur une muqueuse, une sous-muqueuse et une musculeuse, avec comme les autres une couche interne circulaire qui correspond à la constriction de la lumière digestive, et la couche externe longitudinale qui correspond au raccourcissement de l'intestin dans sa longueur, ainsi qu'une séreuse. La surface d'absorption de l'intestin grêle, elle est très importante et elle va être liée à différentes structures. Donc on va le voir dans le détail. Il y a des valvules conniventes qui vont être des replis circulaires au niveau de l'ensemble de la muqueuse, des villosités intestinales et des microvillosités. Ne vous inquiétez pas, il y a une photo juste après. Toutes ces couches, en fait, vont avoir pour but d'augmenter au maximum la surface d'absorption. Donc, dans l'intestin grêle, retenez bien ça, c'est la seule partie du tube digestif où se fait l'absorption des nutriments. Ça ne se fait nulle part ailleurs. Donc, quand on n'a plus d'intestin grêle, on ne peut plus absorber, et la nutrition se fait de manière artificielle. Donc c'est pour ça que je vous ai noté que lors d'une résection, on essaie toujours d'en laisser une partie pour qu'il y ait cette fonction d'absorption qui soit conservée. Le rôle de la motricité intestinale, ça va être donc, de mélanger les aliments avec les sécrétions digestives, de faciliter le contact entre la muqueuse et le bol alimentaire pour augmenter ce phénomène d'absorption, et ensuite de propulser le contenu intestinal dans le sens oral-aboral. Deux types de mouvements distingués, comme avec les autres organes, des mouvements longitudinaux et transversaux avec ces couches musculaires. Et ces deux types de mouvements correspondent au péristaltisme intestinal. En fait, ce sont ces deux types de mouvements, via ces couches musculaires, qui permettent la progression des aliments. Il y a deux périodes au niveau de la motricité, donc il y a une période de jeûne, donc comme pour l'estomac, avec, on l'a vu, le rôle moteur et ce pacemaker gastrique, donc comme pour l'estomac, c'est rythmé par une activité cyclique, donc le complexe moteur migrant, qui je vous le rappelle, ne va pas jusqu'au côlon, mais se poursuit dans l'intestin grêle. Le pacemaker donc produit un rythme électrique de base qui se propage jusque dans l'intestin, et il y a aussi une période en postprandial. En période de jeûne, l'estomac se débarrasse des déchets alimentaires et de l'organisme. Comme je vous le rappelle, nous l'avons vu, cette motricité prend naissance au niveau du pacemaker gastrique qui est constitué de cellules de Caral, qui franchit le pylore et se propage en 90 à 120 minutes jusqu'à l'iléon terminal et prend fin au niveau de la valvule iléocécale, le début du côlon. Donc il n'y a pas de complexe moteur dans le côlon.
En postprandial, c'est différent, c'est-à-dire qu'il y a une interruption du complexe moteur migrant. L'activité segmentaire du mixage pour favoriser le contact du bol alimentaire avec les sécrétions et la muqueuse afin d'optimiser l'absorption. Une activité péristaltique pour passer le contenu dans le sens oral-aboral et une activité qui va être irrégulière et non cyclique. Là, c'était pour vous thématiser donc ce que je disais tout à l'heure avec ces différentes villosités. Donc ça, je vous remets, il y a, comme on l'a vu, la surface d'absorption qui est très importante avec les valvules conniventes, les villosités et les microvillosités. Là, vous les voyez ici, hein, ces microvillosités, ce sont les valvules. Et au fur et à mesure, en fait, il y a les villosités et les microvillosités qui sont les plus petits, les plus petites en fait, villosités qui se trouvent aux extrémités de ces valvules conniventes. Donc la paroi de l'intestin grêle est une surface d'absorption. Là, on revoit ces villosités intestinales. Là, c'est une coupe de l'intestin grêle où vous retrouvez ces valvules, ces villosités, ces microvillosités qui sont vraiment les extrémités des valvules conniventes. Et c'est là où vont se faire, c'est grâce à elles en fait que vont se faire l'absorption. La réponse motrice en postprandial est plus importante au niveau du grêle proximal, plus importante chez la femme. Il y a aussi une notion hormonale qui est importante. Et ça varie en fonction de la journée et de la nature des repas et de la charge calorique. La digestion et l'absorption sont couplées et synchrones. Les mécanismes sont multiples et complexes en fonction du type de nutriments et de la localisation dans l'intestin. C'est au niveau de l'intestin que, grâce à l'absorption, va se faire la transformation des substances nutritives, où le sang, en fait, il va y avoir une distribution vers le sang et le système lymphatique. Et important de savoir que la digestion est préalable à l'absorption, c'est-à-dire l'absorption où ça va être distribué dans le sang. Donc là, encore plus en détail, ce que je vous disais tout à l'heure avec ces valvules conniventes, ces villosités intestinales et les microvillosités. Donc là, ce sont un gros plan sur les villosités de l'intestin grêle. Là, c'est toujours cette coupe où on voit ces valvules. Là, c'est en gros plan une villosité intestinale avec, vous le voyez là, les microvillosités qui sont vraiment aux extrémités. Donc l'entérocyte, c'est l'unité absorbante la plus abondante de l'épithélium de l'intestin cylindrique, avec des bordures en brosse. Donc ça, ce sont elles, hein, les bordures en brosse qu'on appelle les microvillosités, qui vont avoir pour rôle d'augmenter la surface d'absorption. Donc on distingue la voie paracellulaire où les nutriments passent à côté des cellules, et donc l'absorption se fait entre les jonctions serrées, et ce sont les molécules hydrophiles qui vont passer dans ces voies paracellulaires, par la voie paracellulaire. Et avec la voie transcellulaire, il y a différents mécanismes actifs ou passifs. Encore une fois, j'insiste parce que je sais que c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre tout ça, donc je vous ai remis encore une fois une photo. Là, ce sont les valvules conniventes avec ces villosités. Ce sont là ces microvillosités que l'on voit où on parle de microvillosités, on parle de bordures en brosse. Les microvillosités que l'on retrouve ici. Il va y avoir des molécules hydrophiles qui vont passer entre les jonctions. Et là, à l'intérieur d'une villosité, on voit il y a tout un système avec des artères et des vaisseaux lymphatiques. Donc, une fois que les aliments vont être absorbés, il va y avoir un passage dans le sang. Au sommet des microvillosités, situées au sommet des valvules conniventes dans la paroi de l'intestin grêle, il y a une présence de substances qui vont reconnaître les aliments qui arrivent. Encore une fois, encore plus simple, les microvillosités qui sont au sommet, ils reconnaissent les nutriments qui arrivent et
par la suite, ces nutriments vont être absorbés. Donc, ça va rentrer, en fait, au niveau du réseau, sanguin, hein, d'accord? Il va y avoir un passage dans le sang, digestion, puis absorption grâce à ce passage des nutriments, ce passage via ces villosités au niveau sanguin. Donc ça, c'est un petit rappel. Donc en ce qui concerne l'équilibre alimentaire, on parle donc pour un équilibre alimentaire, on parle de d'une absorption de 30% de lipides, 15% de protéines et 55% de glucides. Donc là, c'est un exemple de lipides. Par exemple, un exemple de lipides, donc au niveau du tube digestif, c'est-à-dire que les lipides deviennent, donc on parle de triglycérides, c'est un exemple d'un des lipides, donc avec une petite photo, c'est un exemple. Donc, triglycérides qui appartiennent à la famille des lipides. Donc, il va y avoir une action, donc ils vont passer au niveau de l'intestin grêle, donc les aliments vont devenir nutriments. Il va y avoir une action des enzymes lipolytiques, avec notamment la lipase, qui vont les dégrader, autrement dit, qui vont les découper sous forme d'acide gras libre, de glycérol ou de cholestérol notamment. Et après, absorption et passage au niveau du sang et du système lymphatique. Pareil pour les protéines. Donc, myosine, c'est un exemple de protéines. Il va y avoir une action au niveau de l'intestin grêle, une action des enzymes protéolytiques. Notamment, on parle des principales qui sont les peptidases, qui vont les dégrader, les découper et les transformer en acides aminés. Par la suite, absorption et passage dans le sang. Ensuite, les glucides avec l'amidon comme exemple. Donc, il va y avoir une action des enzymes amylolytiques avec l'amylose notamment, qui vont les dégrader et qui vont les transformer en sucre plus simple. Là, on parle de sucre de glucides complexes et après de glucides simples. Donc, glucides simples, le glucose et le galactose notamment. Et ensuite, absorption et passage dans le sang et dans le système lymphatique. Donc, ça, c'est pour schématiser un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc, ces différents sucs, donc là, par exemple, on va ingérer on va ingérer une protéine conduite au niveau de l'œsophage. Donc, il va y avoir une action du suc gastrique, du suc pancréatique et du suc intestinal qui va les dégrader, qui va les transformer et qui vont être par la suite transformés en acides aminés pour être absorbés au niveau du sang et du réseau lymphatique. Donc, pareil pour les glucides et les lipides. Schématiquement pour vous montrer un peu ce qui se passe. Encore une fois, voilà, hein, c'était pour vous un autre schéma. Donc, ce qui se passe donc au niveau des aliments, donc les aliments sont ingérés, passage dans l'œsophage, passage dans l'estomac avec, donc là dans la salive, premièrement il y a des enzymes salivaires, donc ça commence déjà, il va déjà y avoir une action des sucs. Ensuite, les enzymes gastriques qui vont elles aussi envoyer participer à la digestion. Ensuite, ces deux glandes qui vont elles aussi sécréter des enzymes pour le pancréas, des enzymes pancréatiques. Passage au niveau de l'intestin grêle, donc au niveau du duodénum notamment, où elles vont être dans un premier temps digérées puis absorbées. Et après, dans le gros intestin, où là, il n'y a plus d'action, vous le voyez, d'enzymes. Parce que il y aura eu tout un travail qui va être fait en amont pour que ces aliments deviennent en fait des nutriments. Pour résumer, l'intestin grêle, 3 parties, duodénum, le plus court mais finalement le plus intéressant, le jéjunum et l'iléon. C'est le seul lieu de l'absorption des nutriments. Une surface d'absorption qui est très développée avec 2 phases, à jeun le complexe moteur migrant et en postprandial, il va y avoir le péristaltisme abdominal. Ensuite, donc nous passons au côlon, qu'on appelle aussi le gros intestin, qui fait suite à l'iléon au niveau de la valvule iléocécale. Il va du cécum, ici, jusqu'au rectum. Il y a un côlon ascendant, qui est celui-ci. On l'appelle aussi le côlon droit. Le côlon transverse, ou le côlon
le côlon ascendant, pardon. Le côlon ascendant, excusez-moi, je reprends. Le côlon ascendant qui est le côlon droit, le côlon transverse et ensuite le côlon gauche. Il mesure entre 1 mètre et 1,5 mètre. Il y a une présence de cellules à mucus qui vont en fait lubrifier les selles, qui vont permettre, si vous voulez, que ces matières glissent entre guillemets plus facilement. Donc il y a un rôle à ce niveau-là dans l'absorption de l'eau qui est vascularisée par l'artère mésentérique, comme le montre ce schéma. Je reviens juste sur cette diapo. Rôle dans l'absorption de l'eau. Et ici, en fait, au niveau du côlon gauche, le côlon gauche qui a une fonction de stockage. Un rôle dans l'absorption d'eau, d'accord? Et là, ça suit ce cheminement en fait, hein. Comme ça, le côlon, excusez-moi, droit, ensuite côlon ascendant et ensuite côlon gauche, et le côlon gauche qui va stocker les matières. On les appelle aussi côlon ascendant ou côlon descendant. Ce schéma avec l'artère mésentérique, car en fait c'est ce côlon qui est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure et supérieure selon où on se trouve, via les ramifications, d'accord. Les principales fonctions du côlon, donc, il va y avoir un mélange du contenu iléal pour favoriser cette réabsorption d'eau et d'électrolytes, qui va brasser les résidus qu'on appelle des résidus non digestibles, ce qui ne va pas être digéré en fait au niveau du grêle. Il va y avoir une activité propulsive qui va assurer le transit du contenu colique et un stockage temporaire des matières fécales avant leur évacuation. Donc on parle de motricité du côlon, on dit qu'elle est organisée et propulsive. Donc à jeun, l'activité est réduite la nuit. Donc typiquement, normalement, on n'a pas le besoin d'aller aux toilettes quand on dort. Hein. Et en postprandial, il y a la prise du repas qui va activer la motricité du côlon. Là, c'était pour vous montrer une image d'une coloscopie. Donc là, vous voyez qu'on ne passe plus par la bouche. Donc on parle de coloscopie ou de colonoscopie. Mais vous entendrez plus parler de coloscopie dans le langage courant. Où là, on va visualiser l'intérieur du côlon. Donc là, l'endoscope qui peut remonter. Et donc là, vous voyez par exemple l'ablation d'un polype. Donc pareil, avec le moniteur, on visualise une image. Et on peut acheminer du matériel pour faire des prélèvements, pour retirer un polype, par exemple. Pour résumer le côlon, donc on l'appelle aussi gros intestin, qui va de l'iléon terminal jusqu'au rectum, qui va avoir différents rôles, donc de mélange avec une réabsorption d'eau et d'électrolytes, de propulsion et de stockage, donc au niveau du côlon gauche. Et il y a une motricité qui est différente que l'on soit à jeun ou en postprandial, comme tous les autres organes du tube digestif d'ailleurs. Concernant le rectum et l'anus, donc la motricité anorectale, donc le canal anal, on parle de conduite d'évacuation, c'est la partie terminale du tube digestif, qui est composée, je vous renvoie au premier schéma, de muscles lisses, donc les muscles involontaires qui se trouvent au niveau du sphincter interne, ici, et les muscles striés qui correspondent aux muscles volontaires, donc au niveau du sphincter externe, donc ici. Le rôle du rectum, il y a 3 rôles principaux. Donc c'est un système capacitif, c'est-à-dire qu'il va se distendre et adapter son volume au contenu. Un système résistif avec les sphincters et le muscle élévateur releveur de l'anus. Nous verrons par la suite, juste après, le schéma pour situer ce muscle élévateur. Un système sensitif avec des mécanorécepteurs qui vont permettre de ressentir cette sensation de besoin et des récepteurs du canal anal qui vont permettre le réflexe d'échantillonnage. Donc le réflexe d'échantillonnage, en fait, c'est une sensation qui est fine et complexe. En fait,
Ça nous permet de reconnaître le caractère liquide, solide ou gazeux du contenu rectal. Voilà, c'était pour vous montrer en fait au niveau du muscle élévateur de l'anus, à quel niveau il se situait, donc ici. Au repos, donc comment ça va se passer tout ça? Donc au repos, il y a le sphincter anal interne qui, donc c'est le muscle, c'est la commande involontaire, hein. Le sphincter anal interne qui va assurer essentiellement la continence anale. Donc la sensation de besoin, elle est transmise vers les centres nerveux via ces nanorécepteurs et dans un même temps, il va y avoir l'analyse du contenu, cet échantillonnage. Donc pendant ce temps, ce qui va se passer, c'est que le canal interne se relâche et le canal externe qui prend le relais qui va se contracter. Donc là, il y a deux possibilités. Si l'évacuation est possible, donc si on a la possibilité d'aller aux toilettes, il y a un relâchement coordonné de ces deux sphincters. Et s'il y a impossibilité d'évacuer, en fait, le rectum se distance. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de système capacitif. Il va faire baisser cette pression, en fait, des matières au niveau des muqueuses. Et là, en fait, il va y avoir une activité antipéristaltique, c'est-à-dire que les selles vont remonter jusque dans le côlon gauche pour être stockées. Puis, quand ce sera le moment, vont être par la suite expulsées. Mais si ce n'est pas le moment, il va y avoir ce système antipéristaltique pour justement aller à la selle plus tard. Voilà. En ce qui concerne, donc là, on en a fini pour ce qui est de, entre guillemets, de l'autoroute des aliments. Là, on va vraiment voir maintenant le rôle de ces deux glandes. En fait, qu'est-ce qu'elles vont apporter au niveau de la digestion. Ça, c'est une partie qui est très importante aussi. Donc, dans un premier temps, il y a le pancréas, donc très importante dans la digestion. C'est une glande endocrine et exocrine, vous le rappelez, je vous le rappelle, on parle aussi de glande amphicrine. Donc, c'est un organe rétropéritonéal, c'est-à-dire qu'il est situé en arrière de l'estomac, donc une glande mixte, endocrine et exocrine. Endocrine, c'est-à-dire qu'en fait, elle sécrète des hormones comme l'insuline, qui va être important dans la régulation de la glycémie, et aussi du glucagon, qui est important aussi dans cette régulation. Donc, elle sécrète des hormones dans le sang, d'accord? Et c'est une glande exocrine, c'est-à-dire qu'elle sécrète des enzymes qui vont intervenir dans la digestion via en fait un canal excréteur qu'on appelle le canal pancréatique, on appelle aussi le canal de Wirsung. Donc ce pancréas en fait il fabrique des enzymes et le canal pancréatique ou le canal de Wirsung va sécréter des enzymes pancréatiques qui vont être déversées dans le duodénum qui est à ce niveau-là. Donc d'accord, via ce canal, c'est là où vont être excrétées les enzymes. Et aussi, donc ça c'est pour la fonction exocrine. Et la fonction endocrine, on va le voir plus précisément, c'est-à-dire qu'il va sécréter des hormones comme l'insuline et le glucagon. Donc ça va aller directement dans le sang. Endocrine, c'est dans le sang. Exocrine, c'est à travers un canal excréteur. Donc, il est vascularisé lui aussi par des veines, des artères et tout un réseau lymphatique. Donc donc là vous le voyez, en fait on parle souvent, là si vous voulez, il est étroitement relié au foie. Là vous avez le foie avec le canal cholédoque par lequel donc il communique, le foie et le pancréas communiquent via ce canal cholédoque. Cette vésicule biliaire où là en fait il y a de la bile qui va être stockée puis déversée dans le canal cholédoque. Le pancréas, donc en fait avec ce canal de Wirsung qui est là. Donc là on a grossi en fait un petit peu. Donc là, il y a le canal de Wirsung qui est cet ovale là qui est là. Et en fait, de part et d'autre du canal de Wirsung, il y a différentes choses. Donc il y a notamment les îlots de Langerhans. Donc en fait, c'est ces îlots qui vont sécréter tantôt de l'insuline, tantôt du glucagon. Et il y a aussi donc ça, ce sont les îlots de Langerhans. Ouais, là, on les voit bien, d'accord. Donc avec ces capillaires sanguins, donc qui vont servir justement à acheminer dans le sang les différentes hormones dont l'organisme a besoin. Et à côté de ça, on a des petites cellules, donc on va les voir dans les détails à quoi elles servent.
ces cellules qui vont permettre de libérer des enzymes, en fait, qui vont être par la suite acheminées vers le canal de Wirsung. Donc c'est pour ça qu'elles sont reliées au canal de Wirsung et qui vont avoir un rôle très particulier. Donc là, c'est donc un gros plan. Hein. Donc là, c'est les îlots de Langerhans, comme on l'a dit tout à l'heure. Dans ces îlots, il y a des cellules qui vont produire du glucagon. On parle de cellules alpha, donc les cellules de l'insuline. Et les cellules bêta qui correspondent à l'activité. Donc ça correspond à l'activité du pancréas endocrine. Donc ça va envoyer tantôt du glucagon, tantôt de l'insuline dans le sang en fonction de ce que l'organisme a besoin. Donc ça, c'est pour ce qu'il en est des îlots de Langerhans. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a ces îlots de Langerhans, mais il y a aussi ces cellules-là qu'on va voir dans le détail. On parle de cellules acineuses. Donc il y a les cellules endocrines qui sécrètent des hormones, on l'a vu, avec l'insuline qui est hypoglycémiante et le glucagon qui à l'inverse est une hormone hyperglycémiante. Et les cellules exocrines, donc elles qui ne sécrètent pas d'hormones, ce sont les plus nombreuses, qui vont être soit des cellules acineuses qui vont sécréter des enzymes, ou des cellules centroacineuses qui vont sécréter du bicarbonate et des électrolytes. Toutes ces enzymes sont sécrétées sous forme de zymogènes, dans un premier temps, c'est-à-dire qu'elles sont sécrétées sous forme inactive, car si elles étaient d'emblée sécrétées sous forme active, elles pourraient attaquer le pancréas et créer des lésions. Et il va y avoir une sécrétion de liquide hydrobicarbonaté, donc avec cette sécrétion de bicarbonate, hein, donc ça c'est l'activité du pancréas exocrine encore une fois. Cette sécrétion va tamponner en fait l'acidité gastrique, pour rappel donc acidité gastrique dans l'estomac, qui va se propager progressivement dans le duodénum et à ce niveau va se faire l'arrivée des enzymes et de cette sécrétion hydrobicarbonatée. On parle d'une sécrétion, on l'a vu tout à l'heure, gastrique de 1,5 à 3 litres par jour. Les cellules principales acineuses du pancréas produisent des enzymes telles que l'amylase qui va dégrader les sucres, la lipase qui va dégrader les lipides et les peptidases qui vont dégrader les lipides aussi. Elles vont permettre la digestion au niveau du duodénum. Deux types de sécrétions, donc permanente dite basale toutes les 60 à 120 minutes et postprandiale qui résulte de mécanismes hormonaux et débute par une phase céphalique. Ce qui va se passer, c'est qu'en cas d'hyperglycémie, c'est-à-dire quand il y a un taux de sucre qui est supérieur à 1 g par litre, ce sont les cellules endocrines du pancréas, donc situées au niveau des îlots de Langerhans, qui vont libérer des molécules d'insuline, et lorsque ces molécules vont arriver au foie, elles vont être reconnues par des récepteurs spécifiques situés dans la membrane des cellules du foie, et elles vont déclencher quelque chose, c'est-à-dire que le glucose va se transformer en glycogène. L'accroissement des entrées du glucose dans les adipocytes du foie va permettre une mise en réserve sous forme de triglycérides. Et en cas d'hypoglycémie, lorsque la concentration de glucose est inférieure à 1 g par litre, ça va être une autre hormone, donc c'est le glucagon, donc cette libération de glucagon par ces cellules endocrines va provoquer dans les cellules hépatiques la transformation inverse. C'est-à-dire que le glycogène va être transformé en molécules de glucose qui vont passer dans le sang. Donc en fait, on va revoir tout ça de façon précise. Donc pour rappel, il y a le canal pancréatique, donc le canal de Wirsung, qui est un canal excréteur qui conduit notamment à la sécrétion hydrobicarbonatée et enzymatique, produit par les cellules acineuses et centroacineuses jusqu'au duodénum. Donc ça, c'est le pancréas exocrine. Et au sein de ce pancréas, de ce parenchyme pancréatique, il y a des îlots de Langerhans. Donc ça, c'est le pancréas endocrine qui produit de l'insuline et du glucagon. Donc en fait, le pancréas va libérer ces deux hormones dans le sang. Donc voilà, ça c'est pour le pancréas exocrine endocrine, que vous fassiez bien la différence. L'insuline va permettre l'assimilation du glucose dans l'organisme. Et en fait, si vous voulez, le surplus de glucose, si vous mangez, admettons, trop de sucre selon ce dont votre organisme a besoin, en fait, ce surplus de glucose va être stocké notamment dans le foie et dans les muscles sous forme de glycogène et de triglycérides.
Et en fait, le glucagon, il va permettre, quand il va être libéré par le pancréas, donc la fonction endocrine, le glucagon libéré dans le sang, c'est lui qui va permettre de transformer ce glycogène, donc ce sucre transformé, d'accord, ce glycogène et ces triglycérides, il va le transformer sous forme de glucose qui sera réparti dans l'organisme. Donc le foie, en fait, c'est le seul organe qui est capable de redistribuer le glucose dans l'organisme et justement qui est capable de lutter contre ces phénomènes d'hypoglycémie. C'est-à-dire que même si le sucre, le surplus de glucose peut être stocké ailleurs au niveau des muscles et du tissu adipeux, c'est vraiment le foie, c'est le seul qui va redistribuer cela, et c'est en ça qu'il est exceptionnel en fait, notamment. Hein. Donc le pancréas, on l'a vu, une glande endocrine et exocrine, et cette sécrétion se fait sous contrôle nerveux via le nerf vague et sous contrôle hormonal aussi. En ce qui concerne le foie, donc on va voir, de toute façon ces deux organes sont liés, hein, mais on l'a vu déjà de façon via l'anatomie, ils sont reliés l'un à l'autre. Donc deuxième glande de l'appareil digestif, la plus grosse glande du corps humain, c'est un volumineux organe abdominal sous le diaphragme. Il y a 2 lobes et 8 segments qui sont répartis en fonction de la vascularisation hépatique. Il y a 3 fonctions vitales. Donc le foie, c'est vraiment un organe qui est vital pour l'homme. Donc il y a 3 fonctions qui sont la fonction d'épuration, de stockage et de synthèse. Synthèse, en fait, c'est une fonction de fabrication, plus hein, quand on parle de synthèse. Il y a l'artère hépatique qui va amener du sang oxygéné au foie. Et il y a le tronc-porte qui ramène le sang du tube digestif riche en nutriments, comme on l'a vu au tout début de ce cours. Donc, dans le détail, cette fonction d'épuration, c'est-à-dire que certaines substances qui vont arriver au foie sont toxiques pour l'organisme. Le rôle du foie va être de dégrader ces substances en produits non toxiques, et les produits liposolubles sont ensuite reversés dans la bile, puis dans l'intestin, et éliminés dans les selles. La fonction de stockage, c'est-à-dire que le foie reçoit une grande partie du sang qui provient directement du système digestif avec le système porte, comme on l'a vu tout à l'heure. Il est capable de stocker des nutriments apportés par la digestion et de les transformer en molécules plus complexes. Et il participe au métabolisme des glucides et des lipides. Ce rôle de synthèse, donc de fabrication, c'est-à-dire qu'il permet de produire une espèce chimique à partir d'une ou plusieurs transformations chimiques. Donc, il fabrique la plupart des protéines trouvées dans le sang, notamment l'albumine, qui joue un rôle important dans la régulation du volume sanguin et dans la distribution des fluides dans le corps. Et très important aussi, le foie fabrique de la bile qui est transportée via les canaux biliaires vers la vésicule biliaire, qui est vraiment une fonction de stockage de la bile. La couleur jaune, donc ça provient de la bilirubine, qui est un produit de dégradation des globules rouges. Elle facilite l'absorption des aliments et plus particulièrement celle des graisses au sein de l'intestin. Donc le foie, en fait, comme je vous disais, c'est un organe qui est vital et extraordinaire. C'est-à-dire s'il ne fonctionne pas correctement, on ne peut pas vivre normalement. Hein. Un foie qui fonctionne correctement est essentiel à la santé. Ce remarquable organe et glande travaille fort et est responsable d'une foule de fonctions corporelles vitales, rôle critique dans la digestion et dans l'absorption des nutriments, fonctions métaboliques complexes, production de protéines, de production et régulation hormonale. C'est l'organe principal qui intervient dans la dégradation de toute substance toxique confrontée par le corps, qu'elle soit ingérée, injectée, touchée ou inhalée, afin de prévenir l'accumulation de déchets. Donc les cellules du foie, on les appelle aussi les hépatocytes. Elles vont produire de la bile. Cette bile va être envoyée par les canaux biliaires dans la vésicule biliaire, qui est ici. Le contenu biliaire sera déversé dans le duodénum via le canal cholédoque qui se trouve ici. Donc en fait, la bile, elle est composée de phospholipides et de sels biliaires. Ça va permettre l'émulsification des lipides sous forme de micelles. Donc on va le voir, on va l'expliquer. La lipase pancréatique est sécrétée directement sous forme active dans le duodénum, dans des micelles.
formées par des sels biliaires. Donc là, c'était juste pour vous expliquer, donc avant une émulsification. Donc là, il y a deux couches distinctes. Et après émulsification, c'est-à-dire que là, il va y avoir comme un enrobage en fait du lipide. Donc c'est-à-dire que en fait, si vous voulez, ces sels biliaires vont permettre d'enrober la goutte, le lipide, hein, on parle de goutte lipidique. Le sel biliaire va enrober les lipides, donc les lipides vont être émulsionnés. Donc, pour rappel, donc voilà, qu'on soit bien clair, parce que je sais que c'est peut-être un petit peu compliqué. La bile, qui est là, va en fait permettre cette formation de micelles, d'accord? La bile, donc là avec les sels biliaires, qui va fabriquer la bile fabrique ces sels biliaires, vont permettre d'enrober le lipide, donc cette goutte lipidique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un phénomène complexe avec, dans un premier temps, il y a la colipase qui est une protéine du pancréas qui va servir d'ancrage à la lipase pancréatique, dont la fixation, en fait, s'accompagne d'une pénétration dans la gouttelette lipidique. En fait, c'est cette lipase, c'est la pénétration de la lipase dans la goutte lipidique qui va permettre l'hydrolyse des triglycérides, c'est-à-dire que ça va décomposer le triglycéride qui est complexe en sucre plus simple, donc notamment en glucose. L'absence de lipase, donc, ça va entraîner une digestion partielle, voire une non-digestion des graisses. Là, donc, c'est vraiment, là, on en a fini pour l'appareil digestif et le rôle anatomique, physiologique, le rôle des différentes glandes. Là, je vous ai juste fait un petit topo sur ce qu'est le microbiote parce qu'on en parle de plus en plus. Et voilà, que vous sachiez de quoi on parle quand vous entendez ce terme. Donc en fait, c'est le microbiote intestinal humain. On parle d'environ 100 milliards de micro-organismes, soit un poids de 1,5 kg chez l'adulte. C'est le plus important du corps en nombre de micro-organismes. Il est impliqué dans la digestion, dans l'immunité et dans certaines pathologies. C'est-à-dire qu'un déséquilibre peut être associé à des maladies, comme par exemple des maladies inflammatoires intestinales, la maladie de Crohn, mais aussi le diabète. Je vous laisserai lire ça tranquillement, hein, je fais juste un topo pour vous. Donc, le microbiote intestinal, c'est le plus important microbiote du corps. Il colonise les parois de l'estomac et des intestins. Et il se concentre surtout, en fait, au niveau du côlon. D'accord? Donc, en fait, il va avoir un rôle de protection, c'est-à-dire que les bactéries de la flore intestinale vont participer à cette fonction barrière et vont empêcher la colonisation par des espèces pathogènes. Donc il y a vraiment un rôle de protection très important. Donc il se trouve dans le côlon surtout. Il va vraiment se concentrer au niveau du côlon. Donc en fait, pourquoi cette flore peut être abîmée? Donc notamment par la prise d'antibiotiques, qui, quand vous prenez des antibiotiques, ça n'élimine pas que les mauvaises bactéries entre guillemets, hein, ça élimine aussi une part des bonnes bactéries. Et en fait, vous pouvez souffrir ainsi de ce manque de bonnes bactéries entre guillemets, qui peut conduire à des effets néfastes, comme des troubles digestifs par exemple. Donc le microbiote en fait se régénère et tend à revenir à sa composition initiale une fois que vous avez par exemple terminé une antibiothérapie. Et en fait, le fait de prendre des probiotiques, ça va apporter des bonnes bactéries. On parle de refaire sa flore, souvent vous entendez ce terme. En fait, ça va permettre de reconstruire ou d'enrichir le microbiote qui va être malmené, notamment par la prise d'antibiotiques par exemple. Donc la prise de probiotiques, je fais pas du tout l'apologie de ça, c'est vraiment pour votre culture que vous sachiez de quoi on parle. Hein. Donc cette prise de probiotiques, ça peut aussi protéger des effets secondaires et désagréables des antibiotiques. Donc après, il y a une stratégie plus simple qui consiste simplement à se nourrir en mangeant notamment des fibres en quantité suffisante. Ça favorise à la reconstruction du microbiote simplement en s'alimentant avec des légumes, des fruits, des céréales complètes de façon suffisante. Donc
Pour conclure, donc ce cours qui était, je l'espère, complet pour vous et compréhensible. Donc il y a 8 éléments en termes d'organes, dont 2 glandes, qui sont le foie et le pancréas. Donc le foie, vous l'avez, je l'espère compris, qui est extraordinaire par ses capacités et ses mécanismes. Un deuxième cerveau, parce que le système nerveux a un système vraiment autonome, notamment dans son fonctionnement, un fonctionnement autonome, d'accord, et involontaire pour la plupart des éléments. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous mangeons, la nourriture va être dégradée, donc elle va être transformée en molécules de petite taille par des cellules de nos organes, donc qui vont participer à cette digestion. Donc c'est la digestion qui comprend des actions qui vont être mécaniques, avec une action de fragmentation et de mélange, une action chimique grâce au sucre digestif, et ça va avoir lieu tout le long du tube digestif à l'aide des organes qui s'y rattachent. Il y a aussi un rôle de défense de l'organisme, notamment grâce au milieu hostile de l'estomac et à la paroi de l'intestin qui vont protéger le corps des micro-organismes comme les bactéries et les virus. Enfin, l'appareil digestif peut être considéré comme un réservoir, permettant aux cellules du corps d'être nourries en permanence, alors que nous ne mangeons qu'au cours de repas ponctuels. Donc là, ça reprend un peu ce schéma, toutes les fonctions avec, dans un premier temps, la bouche avec la mastication et la salivation, la déglutition avec l'œsophage, où là, c'est juste un rôle de transport. Ensuite, au niveau de l'estomac, les aliments vont être acheminés et il va y avoir on va commencer donc la digestion où les aliments vont être broyés et malaxés. Ensuite, passage au niveau de l'intestin grêle, donc qui est le site vraiment d'absorption des nutriments et c'est le seul site d'absorption des nutriments. Pour ensuite arriver au côlon où là il va y avoir une absorption d'eau pour humidifier les selles pour permettre une progression facilitée. Et le côlon, donc après le côlon transverse, puis le côlon gauche où là elles vont stocker les matières, puis expulsion si possible ou non des matières. Voilà, ce cours est fini. Je vous remercie de votre attention. Je vous ai mis ici une petite bibliographie donc qui m'a servi à monter ce cours. Notamment, je vous laisserai la lire tranquillement, notamment les documents du vidéo universitaire. Et si vous avez des questions, je vous invite à utiliser le forum ou à me les poser directement par mail si vous en avez besoin. Merci beaucoup, au revoir.